Bienvenue dans ce débat. Mon nom c'est Cécile Abounia. Je suis enseignante, j'enseigne le français dans les lycées et collèges du Bénin. Je suis blogueuse littéraire et écrivaine. Je suis la fondatrice de la page Féliculture, exclusivement dédiée aux écrivaines africaines et afro-descendantes. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et moi c'est Pelo Joubéo Adia. Je suis metteur en scène. Je suis chercheur dans le secteur des arts et de la culture, plus spécifiquement dans le théâtre. Je suis très honoré d'être en présence de vous aussi. Et je voudrais dire la bienvenue encore pour nos amis qui nous viennent aussi loin que la francophonie. Bienvenue à vous ici chez vous. Alors, il nous échoit tous les deux de partager avec vous nos approches et ce que nous savons de ce thème-là en tradition et modernité, de la dramaturgie du théâtre actuel en Afrique. Je sais qu'il y a beaucoup de producteurs dans la salle. Et ce sujet-là, nous souhaitons partager ça avec vous parce que tout simplement, ça va parler de la qualité, mais également de la quantité de nos productions. En Afrique, notamment. De quoi ça retourne et pourquoi on parle aujourd'hui de tradition et modernité, mais surtout de dramaturgie spécifique, on pourrait dire spécifique à l'Afrique, donc le théâtre rituel. Moi j'en suis. Ah oui? Moi je suis sujet. Mais je suis un spécialiste donc, de ce domaine du secteur du théâtre rituel. J'ai eu quelques créations qui m'ont permis de tourner un peu dans le monde. Quand je dis dans le monde, c'est-à-dire aussi bien dans les pays francophones que dans les pays anglophones, mais aussi au Brésil, en Bolivie, en Nicaragua, dans ces pays-là où on ne parle ni français ni anglais, mais nous sommes allés avec des productions typiquement d'Afrique, avec des langues africaines, mais qui ont été acceptées et qui ont été bien compris dans ces zones. Pourquoi? Nous allons aborder également pourquoi. Et nous allons comprendre aussi pourquoi les œuvres que nous fabriquons dans la francophonie, à l'intérieur de la francophonie, ne circulent pas parfois à cause de la barrière de la langue. À cause de la barrière de la langue. Donc vous qui êtes des producteurs, comment vous faites et comment nous allons faire, comment nous allons faire ensemble désormais pour que les productions typiquement francophones puissent aller au-delà des frontières francophones. Et c'est ça, mais pas terrestre, mais francophone. Et donc, on va aborder avec vous la nécessité d'une dramaturgie spécifique en Afrique. Et en cette matière, je voudrais partager avec vous cette réflexion-là de Patrick Lemoff. Patrick Lemoff, ancien directeur donc, des francophonies à Limoges, grâce à qui moi j'ai bénéficié d'un atelier de formation justement à Limoges. C'est dans cet atelier qui avait été dirigé par Jacques Delvaux et Max Parfonnery. Alors dans la note d'intention de cet atelier, il dit ceci. Vous me direz qu'il n'y a guère d'originalité puisque nous parlons sans cesse dans les réunions professionnelles multiples. Si nous voulons être un peu francs, disons que nous parlons plutôt commerce, guide touristique à haute valeur ajoutée, des physionomies des acteurs, du bon goût des décors, mais très peu de théâtre. Et je me mets dans le lot bien sûr. Nos commentaires après un spectacle de théâtre africain n'ont besoin que de très peu de mots. Tu as aimé, c'est un peu long, la distribution est faible, génial, magnifique, il faudrait couper une demi-heure, j'en prends 2 représentations dans mon prochain festival, ça me parle, j'ai dormi, etc. Et il ajoute, c'est un peu caricatural, je le dis, mais guère éloigné de la vérité. Et voilà, je dirais, un éminent homme de théâtre
francophones. Voilà l'observation qu'il fait donc, de nos productions. Ça a été dans la note donc, de cet atelier-là. Au regard de ça, ça pose des interrogations sur quelle est la qualité de la production du théâtre en Afrique. Comment c'est perçu sur les autres plans et ailleurs, en dehors donc, de nos frontières. Et nous comprenons très bien le regard condescendant qu'on peut avoir sur nos productions parfois, avec une sorte de pitié de dire bien, de dire bon, ils ont essayé, ils ont tenté de faire. Bon, on peut applaudir, on va applaudir pour les encourager. On sous-entend ça. Et ceci rencontre forcément quelques autres contributions. Et moi, ça me permet d'échanger avec vous sur le contenu, effectivement, de nos productions de théâtre en Afrique. Les clichés médiatiques, c'est-à-dire quand vous prenez un spectacle de théâtre africain jusqu'à un passé récent, je ne veux pas dire africain, mais disons ça pour qu'on comprenne, les clichés médiatiques de l'Afrique sont confortés dans ces spectacles, sont renforcés. C'est ce que les médias véhiculent, c'est-à-dire l'Afrique de la guerre, l'Afrique des misères, l'Afrique des problèmes, l'exode, l'ethnocentrisme, la démagogie, la gabegie, les guerres fratricides, l'ignorance, le barbarisme, la dictature, la pauvreté, les maladies, les famines, les mariages forcés. C'est souvent le contenu donc, de ce spectacle, de ces théâtres-là, qui sont le plus achetés, je dirais comme ça, vers un public qui est avide de découvrir l'Afrique. La question se pose ici en d'autres sens, pour nos créateurs qui sont dans la salle. Qu'est-ce que nous créons? À quel public nous nous adressons avec nos créations? Qu'est-ce que nous avons envie de dire? Est-ce que c'est pour sensibiliser le public occidental des problèmes que nous vivons? Ou bien est-ce que c'est pour apporter une œuvre artistique à l'art de l'Afrique actuelle? On est en regard. Vous l'avez constaté, qu'on vit bien en regard. Il y a le soleil, il y a le soleil, il y a la journée. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sujets qu'on peut aborder qui peuvent mieux parler de l'Afrique que de ces questions-là. Et j'ajouterai qu'en ce qui concerne donc les tests, et que vous savez, souvent nos producteurs, et on vous remercie parce que vous nous avez beaucoup aidé à montrer le théâtre de l'Afrique en Occident, mais les textes sont souvent conditionnés. C'est-à-dire, si le texte ne parle pas assez des problèmes, c'est que ça ne passe pas. C'est comme s'il y a quelque chose de faux. C'est comme s'il y a quelque chose de raté. Moi, je voudrais vous encourager en tant que producteur à faire en sorte que l'Afrique soit mieux vue. Mieux vue, ça ne veut pas dire qu'on fait semblant de cacher nos problèmes et nos réalités. Mais nous en parlons et nous voulons un peu plus d'optimisme, un peu plus de regard positif sur notre continent. Parce que ceux qui vont à la découverte de ces spectacles dans les festivals en Europe, ils vont découvrir une partie de l'Afrique. Ils doivent aimer l'Afrique. Mais quand on leur parle et on leur présente l'Afrique sous un certain angle, ça fausse les choses. Ça fausse les choses. Je ne citerai pas d'auteur, je ne ferai pas ça. Alors, les contenants. Là, on a parlé des contenus, mais parlons un peu des contenants. C'est-à-dire, c'est quoi? Quelle est la forme que revêt donc ces spectacles-là? C'est souvent du théâtre dramatique ou tragique, exotique, où souvent on a les peaux d'animaux, le riz banania, les tam-tams, les chants, les danses, c'est-à-dire le bon folklore de l'Afrique. Donc c'est en français. Le texte doit être en français ou en anglais ou en portugais ou en petit nègre, c'est très important, avec une mise en scène dont les références sont forcément occidentales. C'est-à-dire dans le jeu d'acteur, dans la scénographie, mais aussi dans le texte. Si je prends seulement le cas de la scène à l'italienne que nous retrouvons en Europe, eh bien, ça nous pose un problème de la représentativité. Dans nos sociétés ici, si vous mettez un tam-tam dehors tout de suite, là, vous allez voir un public plutôt en cercle autour donc, de ce qui se déroule à l'intérieur. Et le spectateur devient acteur parce qu'il a envie de prendre part à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, quand on nous demande donc de faire des représentations en Europe, vous comprenez toute la difficulté que nous avons à nous adapter à cette scène à l'italienne qu'on retrouve partout. Je ne dis pas qu'on n'arrive pas à s'adapter, mais tout à l'heure, quand je vais aborder les questions du vaudou, vous comprenez que
Ce vaudou, par exemple, ici, qui est une source énorme d'inspiration pour nous, n'est pas donc dans ce système cartésien vertical occidental. Donc nous sommes dans le vaudou, par exemple, dans la déambulation, dans le principe du cercle. Les relations ne sont pas verticales, mais horizontales. Et quand on ne comprend pas cette réalité-là, géométrique, il y a déjà un problème de représentation de ce que nous avons envie de dire. Parce que tout ne passe pas dans le carré. La scène à l'italienne est bien un carré. On pourrait dire un rectangle, mais c'est un carré. Et dans le carré, les choses se disent de façon carrée. Il faut bien comprendre ça. Et c'est un piège souvent pour les artistes africains donc d'aller donc dans ces réalités-là. Et puis, Françoise Gronde, qui a beaucoup fait des recherches donc, dans le théâtre rituel, mais également qui en a beaucoup fait dans le théâtre occidental, pose cette question. Elle fait plutôt cette conclusion. Elle dit, c'est pourquoi chaque fois qu'il s'inspire d'une œuvre occidentale, l'homme de théâtre africain fait fausse route parce qu'il se piège dans un jeu qui n'est pas le sien. Elle le dit sans embâche. Et vous allez remarquer que chaque fois que nous essayons de faire plaisir à un producteur en interprétant par exemple une œuvre occidentale, je parlais de Shakespeare, de Molière ou d'autres auteurs que vous connaissez, eh bien, mais c'est très difficile pour l'Africain, tout simplement parce que deux choses vont arriver. Déjà la vérité du jeu. On ne dit mieux les choses que dans sa langue, avec ses propres codes. Et déjà nous parlons, je ne dirais pas français, mais nous parlons en français, avec nos langues. C'est-à-dire nous nous exprimons de ce qu'on dit en langue fon, en langue d'Indi, en Yoruba, nous le disons en français. Mais ce n'est pas normalement ce bon français, le bon français par exemple. Et il y a un problème de compréhension donc sur comment nous abordons la langue française à l'intérieur de la francophonie. Autant de peuples à l'intérieur de la francophonie, autant de français. Le français que nous parlons à Cotonou n'est pas pareil que le français qui est parlé à Abidjan. Déjà avec les intonations, avec ce que ça signifie, avec ce que chaque mot peut dire selon la façon dont c'est dit. Donc le comédien fait face à ça. Et Were Were Leking va dire que le théâtre africain dispose d'une matière concrète et très riche qui nous éloigne des théâtres de masturbation, excusez le terme, et des désespérantes rondes abstraites, intellectualisantes, des civilisations trop repues qui ne savent pas trop à quoi vouer leur combat et à quelque chose malheur est bon, comme on dit chaudement. Elle dit ça pour nous demander d'aller un peu plus loin dans cette matière que nous avons, que les Africains ont naturellement dans leur culture, dans leur culte, et dont ils ne s'inspirent pas suffisamment. Et pourquoi? Parce que souvent, il y a une grande frontière, il y a une sorte de blocage pour l'artiste africain de ne pas aller puiser dans ces réalités culturelles. Parce que peut-être c'est trop sacré. On en parlera encore tout à l'heure. Et Franck Fouché, qui a été préfacé par Maximilien Laroche, dit, à propos du vaudou et du théâtre, il dit, le vaudou peut être considéré comme un pré-théâtre, avec des caractéristiques formelles, symboliques, mythiques et idéologiques, sur lesquelles un dramaturge peut s'appuyer s'il veut se servir du vaudou, avec la possibilité de passer de l'idéologie véhiculée par le vaudou et une anti-idéologie. Et donc c'est dans son ouvrage qui est intitulé Vaudou et théâtre pour un théâtre populaire. Alors, je vais accélérer parce que tout à l'heure, Cécile va prendre la parole pour vous dire. Et je me suis appesanti sur les recherches de Jacques Chirac, qui a aussi travaillé donc dans ce sens, qui nous dit spécifiquement que d'autre part, le vaudou, la tradition profondément ancrée, riche en émotions violentes, semblait par ses trans préformer ou appeler un théâtre. Mais cet appel n'a pas été entendu. Soit que la richesse imaginative du vaudou ait rendu le théâtre inutile et l'a intimidé, soit que l'emprise du contenu religieux ait été si forte que le recul qui aurait permis une théâtralisation n'ait pas pu être obtenu. Et pendant que nous serons en train de regarder donc l'image qui va suivre, les images qui vont suivre, je vais nous rappeler les origines du théâtre.
Et pourquoi nous, au Bénin, nous sommes tellement à l'aise à faire donc, ce théâtre-là? Parce que nous nous rendons compte que le vaudou, la pratique du vaudou et le théâtre sont si étroitement liés que parfois on peut se demander si nos chefs religieux ne sont pas en train de faire du théâtre et si nos acteurs comédiens ne sont pas en train donc de faire du sacré. Tellement le vaudou en a de similitudes. Alors, dans l'image que nous avons à gauche, le derviche tourneur, et dans l'image que nous avons juste à côté, vous avez une représentation de ce qu'on appelle ici les kokoussi, qui sont en train de danser. Quand on regarde bien le volant des robes et des costumes, on comprend qu'on est presque dans la même dimension de ce jeu-là. Et pourtant, nous ne parlons pas du tout de la même chose. Et je voudrais rappeler que le derviche tourneur a été à la base même du théâtre en son origine dithyrambique. Il y avait ça. C'était ça au début. C'était ça, cette façon de tourner qui permettait donc à ces gens-là, qui n'étaient pas même censés être appelés comédiens, d'entrer en transe à l'époque. Parce que quand vous tournoyez sur vous-même, vous perdez à un moment donné le contact avec le sol et vous partez. C'était ça, le dithyrambe. Avec des rituels liés à Dionysos. Donc cette entité qui va donner vie dans ces rituels au théâtre même. Quand vous regardez les images, vous vous demandez si Dionysos n'était pas quelque part en Afrique avec les images que vous avez des kokoussi. Parce que dans ce principe-là, des gens vont entrer en transe, des personnages vont les habiter et on va voir un spectacle et on va avoir l'impression d'être plutôt dans un spectacle de théâtre. Là, nous sommes dans le dithyrambique, le sacré. Alors, ce n'est pas l'objet qui est sacré. L'objet que nous voyons, ce n'est pas ça qui est sacré. C'est le caractère que nous lui donnons qui sacralise ça. C'est-à-dire quoi? Vous prenez une statuette quelconque au marché, ce n'est pas parce que c'est une statuette fabriquée en Afrique que c'est sacré. C'est quand c'est consacré. C'est quand il y a un rituel autour, c'est quand quelque chose d'autre est apporté qu'on lui apporte cette dimension sacrée. Il y a un comédien dans la salle qui, dans cette même salle, il y a quelques mois, a fait un témoignage. Dans un décor qu'ils ont fabriqué, ils ont fabriqué une statuette de la divinité Legba. Je vous passe les détails. Mais c'est juste un décor. Ils ont fait ça en termes d'accessoires, juste pour illustrer le spectacle. Mais ils se sont aperçus bien plus tard que cet objet qu'ils ont fabriqué était habité. Était habité. Et ils ont dû, il est dans la salle, il fera son témoignage, certainement vous allez écouter ça. Et donc, pourquoi c'est habité? Toute la question est là. Et pourtant, nous étions au théâtre. Ça veut dire certainement qu'il y a des dimensions, il y a des vibrations que nous ne maîtrisons pas. Parce que nous, on était au théâtre, mais cet objet est passé du simple jeu à quelque chose d'autre de supra. Et j'en appelle en même temps au marionnettiste. Il a la marionnette. La relation que le marionnettiste a avec sa marionnette nous renvoie dans ce respect, dans quelque chose de plus fort que ce que nous voyons. Et mais toujours c'est comme ça. Alors, l'image qui suit. Nous avons à droite ou à gauche une cérémonie de consécration de l'hostie et du vin, du pain. Nous avons un prêtre catholique, certainement, qui est en train de faire une célébration et à un moment donné, il consacre l'hostie, le vin et tout, et donc, il donne donc de la puissance et haute dimension à ce que nous avons en face de nous. De l'autre côté, vous avez une cérémonie vaudou où on est en train de sacrifier un bouc, justement, à une divinité. Alors, ici, ce que nous avons est lié directement à la tragédie grecque. Parce que dans le mot tragédie, en grec, on a trag odia. Trag, le bouc, odia, le cri. Ici, vous êtes dans une cérémonie typiquement africaine, vaudou actuel et ancien, où on est en train d'offrir justement un bouc dans une cérémonie vaudou. Nous sommes dans une tragédie. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec Dionysos et ça n'a rien à voir avec Bacchus. Mais nous sommes là. Ça veut dire qu'il y avait déjà un théâtre dans le vaudou. Absolument. Nous sommes dans cette phase-là. Et donc, comment on dit ça? En tout cas, la transformation du vin et du pain en quelque chose de plus sacré.
de plus fort que l'humain, nous renvoie à cette dimension. Est-ce que c'est théâtral? Est-ce que c'est sacré? Parce qu'il y a du spectacle dedans. Il y a un moment donné, le spectateur ou le fidèle à l'église a envie de voir qu'est-ce qui se passe. Quelle est la magie? Comment c'est arrivé? C'est de la même façon quand on sacrifie ce bouc et son sang va couler tout à l'heure, donc sur l'ensemble de ces divinités qui sont là, partagées. Mais un courant, il y a une vibration qui passe. Donc, également, on parlera de catharsis. Parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a une purification de celui qui suit. S'il est un adepte, il profite de ce qui se passe, il se purifie, soit avec le sang ou juste sa présence. Mais c'est pareil. Avant la consécration du pain et du vin, il y a un moment où le petit gond, la clochette, fait gling, 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 et en appelle à une concentration extrême pour que les choses soient faites et soient consacrées. Nous sommes dans la catharsis et la purification. Et le théâtre, toujours en grec, c'est théos iatros. Théos iatros. Théos, c'est Dieu. Iatros, c'est la guérison. Ça veut dire que c'était un espace, c'était un lieu où les gens vont dans le but de se purifier. Quand vous assistez au moment de Dionysos à ces représentations-là, c'est que vous allez à une messe pour vous purifier. Donc, en rappelant ces origines aussi lointaines du théâtre, c'est pour dire que le théâtre était une religion et a été amputé donc de sa partie sacrée. Donc, on est resté dans le profane. L'image qui suit nous parle d'une seconde forme de théâtre, c'est-à-dire le drame satirique. Drama, c'est le conflit. Et bizarrement, les hommes de la terre aiment le conflit. Ce qui est étrange. Bizarrement, c'est comme ça. Quand un homme va passer dans la rue tout à l'heure, bien habillé, il n'impressionnera personne. Mais s'il y a une bagarre qui se déclenche dans la rue, les gens vont sortir parce que c'est le principe de l'homme. Il aime là où se trouve l'attention. Drama. Et je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on aborde dans nos œuvres? Est-ce que c'est des sujets qui fâchent en Afrique ou des sujets dont on rit? De quoi on parlerait? Quand vous regardez bien, ce principe, ce théâtre satirique, c'est le quotidien du Bénin. C'est ce que les Béninois aiment voir, mais les autres peuples aussi. On va dans un espace où on se découvre, où on s'éduque avec les problèmes que nous traversons. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos ministères, de nos gouvernements, etc. Ce théâtre satirique qui aborde les problèmes de la société vient résumer un peu ce que nous avons envie de faire au plan profane, pas sacré. Donc il renvoie à l'éducation. Vous voyez bien Charlie Chaplin dans Le Grand Dictateur qui prend la parole. À côté, vous avez le chapelet du Fa, la divination vaudou. Ce chapelet-là, c'est 256 signes sacrés du Fa. Mais derrière chaque signe, il y a un récit, il y a une petite histoire, il y a une parabole, il y a quelque chose qui raconte ce que ça signifie, ce signe-là. Mais forcément lié à ce que vous êtes allé chercher en allant à la divination, qui vous raconte une histoire sociale, de quelque chose, une fable, et vous replonge dans le milieu complètement sacré. Excusez-moi de vous surcharger, mais je n'ai pas le choix que d'aller là. On va en finir. Alors, l'image qui suit, nous avons la comédie. La comédie qui est le côté profane complètement donc, de ces œuvres-là. Donc, du théâtre dithyrambique, le théâtre dramatique, satirique et la comédie. La comédie, c'est le côté profane du sacré. C'est le côté profane du sacré au théâtre. Donc, vous avez un masque très impressionnant en rouge à votre gauche. C'est le masque Egungun, le masque des revenants. C'est le masque le plus sacré que nous avons dans notre pays ici au Bénin. C'est le plus craint. C'est le masque des revenants, des morts. À côté, vous avez un autre masque, c'est le Kaleta. Le Kaleta, c'est les enfants qui s'approprient ça. Mais ils ont presque les mêmes exigences que ce Egungun-là. En nous renvoyant dans le côté profane qui est pardonné, on dit, bon, de toute façon, ils s'amusent, ils peuvent y aller. Pendant que dans l'autre dimension, on ne peut pas aller dans ce côté sacré des choses. Et donc, on est bien au spectacle. Dans les deux cas, on est au spectacle. Mais il y a un spectacle qui a des exigences de respect. Il y a un autre où les petits-enfants s'approprient ce sacré-là
et essaient de le désacraliser. C'est dedans que les artistes vont puiser et on leur pardonne pour leur gaucherie parce qu'on sait que de toute façon, ils s'amusent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'artiste, le metteur en scène, décide de ne pas rester dans cette dimension profane, mais a complètement un pas dans le sacré? Ici, dans la ville de Ouidah, je peux vous dire, ce n'est pas pour vous faire peur, et ça ne bloque pas la création. Je dis bien, la liberté de créativité est absolue, mais vous ne blaguez pas avec ce masque-là. Même si c'est beau, vous ne l'amenez pas sur scène. Vous ne faites pas de spectacle avec entrée payant avec ça. C'est complètement sacré. Donc, les artistes sont parfois à un doigt d'aller chercher dans ce sacré-là. Souvent. Et il n'y a pas que les Béninois. Ça, c'est partout. Qu'est-ce que nous faisons une fois que nous rentrons dans cette dimension-là? Et je vous raconte très rapidement une histoire que moi j'ai vécue au Centre culturel Saint-Exupéry au Gabon, où on était dans un spectacle de théâtre. À un moment donné, une femme, donc dans ce spectacle, une actrice, va jouer le rôle dont son mari est décédé dans le rôle. Et c'est le rôle à jouer. Et elle pleurait. Dans les rituels du Congo, quand c'est bien fait, le cercueil bouge tout seul. Mais ce jour-là, nous étions sidérés de voir le cercueil bouger tout seul. Mais nous ne savons pas que c'était vrai, ce à quoi nous assistons. Mais nous voyons vraiment un cercueil bouger. On a applaudi, on a dit les comédiens sont très forts, le metteur en scène est génial. Et puis, la comédienne a compris qu'il se passe quelque chose. Elle est descendue, elle est venue nous retrouver dans le public et nous nous applaudissons pensant que c'est la mise en scène qui continue. 3e degré, elle nous a dit, c'est dangereux. Et pourtant, certains restaient et on était toujours au théâtre. Mais quand elle a commencé par crier et que les autres comédiens sont sortis des coulisses, nous avons compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a quitté l'ordre du profane et qui est rentré complètement dans le sacré. Et il a fallu les pygmées qui sont venus faire des rituels pour débarrasser donc de ce cercueil-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force du jeu d'acteur peut nous conduire et peut conduire très facilement les comédiens dans un autre monde qui n'est pas le leur. Nous vivons ici au Bénin avec ces réalités-là dans la création artistique, surtout en ce qui concerne le vaudou dont nous sommes appelés à nous inspirer. Je vais, en finissant cette page-là, laisser le micro à Cécile, mais je dirais que le vaudou est caractérisé par 3 choses. Le sacrifice du sang avec sa divinité, l'initiation, c'est-à-dire la formation, ce que vous êtes autorisé à faire, ce que vous n'êtes pas autorisé à faire, ce que vous devez savoir de la divinité et même ce que vous ne devez pas savoir de la divinité. Et puis le vaudou est caractérisé par 4 éléments majeurs. Il y en a d'autres. Mais il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et il y a la terre. Quand vous ne maîtrisez pas le symbolisme de ces éléments-là, eh bien, vous pouvez créer des tensions sur la scène, dans votre œuvre artistique. Et je ne parle pas que de théâtre, je parle aussi d'art plastique. Parce que les sculptures, des tableaux, il y en a beaucoup qui achètent, des touristes qui passent par ici pour acheter et achètent des tableaux, mais une fois rentrés chez eux, ils savent que ces tableaux-là ont des vibrations et sont chargés. Et tu te demandes quand est-ce que ça s'est fait. Et pourtant, celui qui a fabriqué ça n'est qu'un simple artiste. Comment, à quel moment ce tableau est habité? Et parfois, donc, quand vous achetez, vous demandez qu'on vous débarrasse de la charge. Et ça se fait. Et ça se fait. Je parlerai également des couleurs. Vous avez vu certainement pour certains qui ont tourné dans Ouidah, il y a des drapeaux blancs, noirs, rouges. En tout cas, ces 3 couleurs-là reviennent souvent. C'est un symbolisme très fort. Et quand on fait de la création artistique ici, on doit en tenir compte si jamais on doit parler des couleurs. Parce que dans l'ordre, le noir veut dire, vous êtes arrivé dans la vie, vous ne comprenez rien, c'est l'ignorance totale, c'est ce noir de découverte. Le rouge veut dire la vie, la vigueur, le sang qui circule, etc. Et le blanc veut dire tout simplement, vous rentrez dans la sagesse, vous vieillissez et vous voyez mieux les choses, vous rentrez dans la lumière, et même dans la mort, vous n'êtes pas mort, vous rentrez dans la lumière. Il faut comprendre ces symbolismes-là. Pour nous qui faisons du théâtre rituel, c'est très important. Nous ne mélangeons pas l'ordre de ces couleurs-là. Je parlerai de dualité. Ici, et dans le monde entier d'ailleurs, chaque chose avec son avers et son envers. Il n'y en a pas. Vous avez le jour et la nuit, l'homme
et la femme, et tout va de pair. Dans cette réalité-là, la création artistique s'en inspire énormément, surtout dans le théâtre rituel. Je parlerai également du triangle de la vie, dont on tient compte dans la création. Le triangle, c'est quoi? Et ça correspond à la tension dramatique. Vous avez cette forme-là, mais vous avez en bas l'exposé de la situation. Et vous avez à chaque niveau les complications. Et vous arrivez au sommet et vous avez le climax. Vous avez les dénouements à chaque fois et vous arrivez à la fin de vie et vous avez la barre de votre vie, la durée, ce que vous avez fait. Ça là, moi j'ai retrouvé ça dans la dramaturgie, mais c'est une réalité vaudou. Complètement. Vous démarrez votre vie, mais vous montez de complication en complication, de difficultés à affronter, jusqu'au moment où vous arrivez, à un moment donné, vous trouvez la solution, mais c'est quand vous avez trouvé la solution que votre vie commence par descendre, et jusqu'à ce que vous partez vers la lumière, et là-bas, donc du triangle en bas, reste le résumé de votre vie. Ça, moi je l'ai retrouvé au théâtre, je l'ai retrouvé au cinéma. Je parlerai du rythme. Le rythme, quand vous entendez le tam-tam sacré ici, bon, 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 bon. Attention, c'est des scientifiques qui jouent le tam-tam, peut-être. Parce que c'est rythmé et c'est réglé selon le rythme cardiaque. Il suffit de mettre la main sur votre épaule et écouter, donc ça, vous allez voir que c'est coordonné. C'est tout à fait en symbiose. Parce qu'à un moment donné, ça va vous renvoyer dans la transe. C'est fait pour ça, pour que ça monte. Pour que ça monte. Pour que ça monte. Et je vais presque finir en parlant de l'espace. Je vous ai parlé tout à l'heure, donc de la scène à l'italienne, etc. C'était déjà ça. La mise en scène, la scénographie, la direction d'acteurs s'inspire donc de ces réalités-là. On ne fait rien exprès. Moi, j'ai fait ce théâtre pendant 18 ans déjà. Et je peux vous dire ce que j'en ai récolté de beaucoup. Il n'y a pas donc que ce théâtre inspiré du vaudou. Il y a tout simplement plusieurs formes de théâtre inspirées des réalités culturelles de nos pays. Et nous souhaitons que nos productions que vous prenez pour montrer en Europe s'en inspirent. Parce que c'est ce que nous avons. C'est notre culture. C'est ça. Donc, je vais laisser la parole à Cécile. Merci beaucoup. Ma présentation à moi n'est pas exactement dans la même logique, c'est juste un complément. C'est-à-dire que quand on parle de théâtre rituel, et aujourd'hui nous parlons de dramaturgie, ma question serait de comment réussir la dramaturgie du théâtre rituel. Donc, si nous considérons la dramaturgie comme l'art de construire l'histoire, de composer le théâtre par l'auteur, et qu'on peut aussi comprendre comme le fait d'organiser l'action, de donner du sens, d'utiliser des artifices pour créer un autre monde et donner vie, on peut se demander comment réussir la dramaturgie du théâtre rituel. Et la dramaturgie du théâtre rituel en Afrique est souvent caractérisée par son lien étroit avec les traditions, les croyances, les rituels de différentes cultures africaines. Elle met aussi l'accent sur la participation communautaire, l'oralité, la musique, la danse, les costumes. Donc, pour rentrer dans cette dramaturgie, il y a une certaine exigence, une certaine urgence. Et l'urgence ici, c'est le retour aux valeurs ancestrales. C'est-à-dire que l'auteur, celui qui a écrit le livre ou la pièce de théâtre, le metteur en scène, doivent avoir en commun un certain code qu'ils partagent. Par exemple, en 1980, en Côte d'Ivoire, a éclaté une certaine polémique autour du théâtre africain. Et l'urgence était de faire en sorte que le théâtre devienne quand même assez africain, prenne une connotation africaine.
Et dans ce débat, il y a eu 2 personnalités qui ont vraiment marqué leur présence. Il s'agit de Warawara Liking et de Marie Ourantier. Et Warawara Liking définissait le théâtre rituel en disant que le théâtre rituel, selon elle, c'est une forme artistique qui réunit tous les genres, toutes les écritures et tous les arts. On peut aussi le définir comme une forme théâtrale qui s'inscrit dans le cadre de pratiques rituelles et cérémonielles au sein de diverses cultures. Ces différentes performances que l'auteur et le metteur en scène doivent intégrer, doivent réussir, partent souvent d'éléments musicaux, de danse, de récitation, de costumes, de décoration spécifiques à la culture dont il s'agit. Si un Ivoirien écrit du théâtre rituel, forcément, il faut que le metteur en scène intègre les codes de la culture ivoirienne. Il faut que le metteur en scène intègre, par exemple, s'il est en face d'un théâtre béninois, intègre les codes du rituel béninois. Le professeur Médé Wayon, qui est professeur émérite de lettres modernes, dans son ouvrage « Le théâtre francophone de l'Ouest des origines à nos jours », rappelant certains faits marquants de son éveil de prise de conscience au Cameroun, il s'agit de Warawara Liking, elle a confié au professeur Médé Wayon en 2002 qu'un jour, assistant à une répétition de représentation de pièces à l'occidental à Yaoundé, au cours de sa jeunesse, elle n'a pas pu s'empêcher de lancer aux comédiens la boutade suivante. Mais cela ne nous ressemble pas. Et les comédiens de lui rétorquer, pourquoi tu ne créerais pas toi-même ce qui nous ressemble? Donc voilà une certaine motivation pour elle de créer un théâtre qui nous ressemble. Et pour créer ce théâtre, il faut renouer avec le cœur de l'Afrique. Et comment dire l'Afrique sans la connaître? Quand nous prenons l'exemple de Marie-Josée Ourantier et de Warawara Liking, ces 2 personnalités ont subi des initiations. C'est en milieu Bassa, dans le village Bondé, que Warawara Liking a reçu l'initiation qui est à la base de sa création dramaturgique. Et son amie et associée, Marie-Josée Ourantier, déclare avoir reçu son initiation aux arcanes africains, toujours au Cameroun, mais elle a aussi reçu des initiations d'autres sources d'un guérisseur traditionnel et metteur en scène, dénommé Papa François 22, qui est son père spirituel, comme elle aime l'appeler. Ensuite, d'un médecin moderne et guérisseur Bassa, Docteur Bienvenu Logmo. Elle a fait la rencontre de ces 2 maîtres initiatiques dans le cadre de ses recherches doctorales durant son séjour en qualité de coopérante enseignante à l'université de Yaoundé de 1977 à 1978. Donc, il faut que l'écrivain et le dramaturge puissent déjà aimer les traditions africaines, qu'ils s'imprègnent de cette tradition africaine, qu'ils aient un esprit de préserver cette tradition et le devoir de le transmettre. Donc ces verbes-là, aimer, s'imprégner, préserver et transmettre, pour moi, sont des verbes essentiels dans le respect et la transmission des valeurs africaines. Et cette transmission prend beaucoup d'aspects en fait. Il faut s'instruire, oui, pas seulement s'instruire dans
juste l'essentiel, mais s'instruit aussi bien en psychologie, en sociologie, en ethnologie, en anthropologie, en histoire, en économie, en linguistique africaine. Tous ces domaines permettront aussi bien à l'écrivain qu'au metteur en scène de réussir à capter, par exemple, dans une œuvre, des murmures qu'on a le devoir d'expliquer, d'en donner le sens, des silences à décoder, des subtilités à ressentir, à percevoir et à transcrire. Parce que tous ces différents éléments sont des symboles. Et pour décoder ces symboles, il faut être entré en profondeur, comprendre, accepter, assumer cette tradition africaine. Donc la dramaturgie dans le théâtre rituel exige donc la connaissance et la maîtrise des symboles africains. Parce que selon votre désir, en écrivant une œuvre ou en mettant en scène un ouvrage, vous êtes peut-être en train de, selon votre désir, d'apaiser, d'implorer, de remercier les dieux, ou bien de communiquer une certaine information à un groupe sociétal, à une entité. Vous avez forcément besoin d'intégrer les codes, parce que les codes en ce moment ne sont pas les mêmes. Les couleurs, comme l'a dit tout à l'heure M. Bewagia, les couleurs ont leur sens, les lieux, les masques, les statuettes, les costumes, les sons, les bruits, les incantations. Une incantation peut rendre malade quelqu'un. Si dans un spectacle ou dans une pièce de théâtre, un auteur décide d'utiliser des incantations, il faut que le metteur en scène comprenne le sens de ces incantations, parce que il y a de ces incantations qui peuvent lui-même le rendre malade, peuvent le tuer, le rendre infime, lui causer un accident. Il y a des scarifications qui ont des sens. Est-ce que ce sont des scarifications sur un visage, sur un corps, sur une main, dans le dos, sur le ventre? Donc, chaque scarification aura son sens. Les proverbes, les injures, les chants, l'adresse qu'on fait à un public, tout ça a un sens qu'il faut décoder si nous sommes dans le théâtre rituel. Aussi bien les divinités, les éléments que j'ai cités, il y a aussi la nature qui s'invite dans le théâtre rituel. Parce que dans la nature, il y a des éléments qui ont des résonances. Par exemple, comme la pierre, certains végétaux, certaines parties d'animaux. Si dans la pièce de théâtre, l'auteur, ou bien l'auteur, oui, invoque par exemple l'utilisation de la mâchoire d'un certain animal, quel est le sens qu'il donne à cette mâchoire? Il faut que le metteur en scène comprenne et intègre le sens de cette mâchoire qu'on doit sortir à un certain moment avant de pouvoir réussir à transmettre le message de l'auteur. Donc, de façon générale, on peut puiser dans l'éducation africaine, dans la philosophie africaine, dans la spiritualité, dans les personnages qui sont campés dans les ouvrages, dans les problématiques, des messages précis. Tout ceci, comme je le dis, nous ramène à la tradition africaine, à nos rituels. Et je vais donner quelques exemples de rituels, comme les rituels qui marquent les étapes importantes de la vie. Je commencerai par les rites de passage. Et dans les rites de passage, il y a les rituels qui marquent les étapes importantes de la vie, comme la naissance, la puberté, le mariage et la mort. Ils peuvent inclure des cérémonies, des initiations, des pratiques et des festivités.
Déjà, si nous commençons par la naissance, il y a le rituel d'enterrement du placenta. Alors, donc, si on évoque le placenta, il faudra penser à comment on l'enterre. Parce qu'on ne laissera pas le placenta là, il faudra l'enterrer. Mais comment on l'enterre? Dans chacun des pays africains, il y a la façon d'enterrer le placenta. Ou on l'enterre sous un arbre pour qu'il puisse se régénérer et transférer sa force à cet arbre. Ou bien on l'enterre en sol et on y plante, comme ça se fait au Cameroun, un arbre qui portera le même nom tutélaire que l'enfant, ou bien on l'enveloppe dans un pagne, comme on le fait ici au Bénin, et il y a une certaine façon de le disposer avant de le mettre en terre, ainsi de suite. C'est selon les traditions et autres. Il y a le rituel initiatique de passage à la case d'homme. Quand le jeune garçon atteint un certain âge, il y a une initiation pour lui permettre de passer dans la case des hommes, de pouvoir se marier, de pouvoir s'installer tout seul dans sa propre maison. Il y a le rituel du réveil et des salutations. Et je vais donner l'exemple de Léopold Sédar Senghor qui dit, quand son professeur essayait de lui dire que les peuples africains n'ont pas de tradition, quand on parlait de table rase, il se fâchait, il s'énervait et il dit « Je songeais au jour de Djilor, à cette vie de village qui était réglée comme une horloge. Le réveil, qui était... Bon, je reprends. Je songeais au jour de Djilor, à cette vie de village qui était réglée comme une cérémonie depuis le réveil du matin, les salutations à mon père avec l'esquisse de génuflexion des femmes et des jeunes filles jusqu'aux veillées noires palpitant de contes et de légendes. Et dans nos pays africains, saluer est un acte sacré. On ne peut pas passer devant quelqu'un sans le saluer, sans prendre de ses nouvelles, sans s'informer de ce qui se passe chez lui, de comment vont les personnes qui lui sont chères, de comment s'est passée cette cérémonie dont nous avions parlé il y a 5 ans ou dont nous avions parlé il y a 2 mois. Et cet enfant qui était malade, comment va-t-il aujourd'hui? Et cette femme qui était en voyage, est-elle bien rentrée? Il faut absolument prendre des nouvelles, s'informer. Donc, pour les personnes qui ne partagent pas cette croyance ou ce rituel, c'est bizarre de se rendre, de remarquer dans un ouvrage où l'auteur s'arrête pour saluer, pour prendre des nouvelles, pour passer du temps en compagnie de quelqu'un, dans une rue quelconque. Et en deuxième position, nous parlerons des rituels religieux. Les pratiques religieuses en Afrique sont souvent intégrées dans la vie quotidienne à travers des rituels de prière, de culte, de méditation, de sacrifice et de célébration liés aux divinités ou aux esprits. Et c'est là tout à l'heure que M. Bewagia vous parlait de vaudou, de cérémonies de sortie des gougous, par exemple de rituels de Mami Wata, les esprits de l'eau, de rituels de guérison et de protection. Et ces genres de rituels ont à voir avec le Fa, où quand une personne est malade et que de façon bizarre la maladie ne finissait pas, où on se pose des questions, on se demande peut-être que c'est un esprit maléfique qui essaye de prendre possession de son âme, on va en consultation chez un Fa. Et le Fa, le doux qui va tomber, dira ce qui se passe, donnera des explications, proposera des solutions, proposera des remèdes. Et à ce propos, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement, qu'on ne m'a pas racontée, parce que mon père était Bokono et il faisait les consultations à domicile. Il a un salon spécial pour les consultations. Et moi, j'étais très curieuse. J'étais élève en classe de 3e et nous avons, nous autres, notre salon
que nous partageons avec nos mères. Mon père était polygame. Et il y avait une porte qui communiquait avec le salon où se faisaient les consultations. Moi, j'étais très curieuse parce que très souvent, quand un doux tombe, il y avait un conte, un récit initiatique à réciter. Et moi, j'étais très, très intéressée par ces récits. Donc, je me cachais dans un coin et je suivais les consultations en live, s'il faut le dire ainsi. Donc, ça ne gênait pas mon père parce que des fois, il pouvait m'appeler pour me dire « Donne-moi telle chose, telle chose ». Donc, j'aimais beaucoup ces séances. Un jour, une femme est arrivée. Elle était belle. Bon, on le voit à sa façon d'être que c'est une femme qui travaille, qui a de l'argent. Donc, elle s'est installée et le rituel a commencé. Dès que le chapelet est tombé, mon père a dit « La personne qui a ce doux qui vient de tomber ne doit jamais consommer de l'agouti. » La viande de l'agouti. Dès que mon père a prononcé ces paroles, la femme s'est mise à pleurer. Elle pleurait continuellement. Elle a pleuré longuement. Et mon père était là, l'observait calmement. Il lui a donné un mouchoir et il a attendu. Elle a pleuré longuement. Elle a dit que son mari et elle se sont installés récemment dans un village qu'on appelle Alafia. Et là-bas, il n'y a qu'une seule viande. C'est l'agouti, la viande de l'agouti. Et on le leur offrait tout le temps. Il y en avait constamment chez eux. Elle a dit, même en venant ici, il y a de la viande de l'agouti dans ma cuisine. Donc, elle a dit que c'est en arrivant là-bas qu'elle est tombée malade. Et dès qu'elle va chez un guérisseur, elle guérissait, elle rentrait à la maison. 2, 3, 4 jours, elle retombait malade. Elle retournait, elle revenait, elle retombait malade. Donc, ils étaient sûrs que quelqu'un lui voulait du tort. Et mon père a dit, celui qui a ce doux ne doit jamais et au grand jamais toucher à la viande d'agouti. Donc c'est pour vous dire que quand on parle de rituel de guérison, ce n'est pas de la blague. Si par exemple un auteur parle de ce doux dans son ouvrage, il faut que le metteur en scène comprenne les implications de ce doux pour pouvoir le donner à voir par le public qui viendra suivre la mise en scène. Il y a aussi, par exemple, la visite chez les féticheurs, qui ne sont pas forcément des chefs phares. Il y a aussi le côté bas thérapeutique qui aide aussi à guérir. On peut rappeler aussi les rituels communautaires, les rituels funéraires, qui sont des rituels sacrés. Ici au Bénin, on dit enterrement dans l'intimité familiale. Ça veut dire qu'il y aura un rituel funéraire spécifique pour la personne qui est morte. Donc, je vais conclure en disant que les rituels sacrés, le théâtre rituel est très, très important pour nous autres Africains parce qu'il nous permet de donner à voir nos traditions, nos cultes, nos rituels et autres, mais qu'entre le théâtre rituel et le sacré, il y a des interdits et qu'il faut faire très attention. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc, suite à nos suggestions, nous vous retournons la parole pour tenter donc d'échanger avec vous sur cette question-là. Voilà, on vous remercie. Donc la parole est libre. Bonsoir, je suis Maouton Arthur d'Eldorado à Nangono. Je suis très ému pour avoir suivi vos présentations. Je voudrais vous remercier sincèrement par rapport à tout ce que vous nous avez donné, tout ce que nous devrions savoir et que nous ne savions pas. Je suis notamment heureux d'être en face avec ma prêtresse de Fa. Je suis sûr que c'est pour ça que mon intuition m'a demandé de ne pas rater ce rendez-vous. J'étais là depuis 13 heures pour
un débat qui a démarré à 16h. Je voudrais remercier le CCRI pour le respect de la notion du temps. Je m'étonne que par rapport à la grandeur, par rapport à la richesse de vos présentations, je vois beaucoup plus, vous m'excusez, des étrangers, je ne sais pas s'ils sont déjà baptisés africains, alors que normalement la salle devait être remplie de gens qui portent la même peau que moi. Des promoteurs culturels, des acteurs culturels, des metteurs en scène. Parce que je crois que ce que j'ai écouté ici, on va l'entendre rarement. Je voudrais pas épiloguer. Je voudrais juste, je veux pas provoquer le débat, parce que pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est qu'il faut retourner à la source. Il faut retourner à la source. Une source qui est unique et richissime. Une source qui est unique et richissime. Et il faut aussi retourner aux valeurs ancestrales. C'est très important. Il n'y aura pas de modernité qui réussisse sans la tradition. Il n'y a pas, et il n'y en aura jamais. Les grandes puissances comme la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, mais s'ils sont devenus aujourd'hui grandes puissances, s'ils ont atteint ce niveau aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris que mais tout est dans notre tradition. Tout est dans la tradition. Si l'Afrique va se développer, ça va dépendre de comment les dirigeants africains ont compris qu'il faut se baser dans la tradition. Que la tradition, c'est la source intarissable, inestimable, richissime. Et c'est très important. Je voudrais vous remercier encore une fois, remercier le directeur de CCRI pour tout ce qu'il fait. Et je crois que nous allons discuter et voir comment... parce que ce que j'ai écouté ici, il faut que d'autres aussi l'entendent. D'autres, ils sont plus habilités à l'entendre que moi. Il faut qu'ils l'entendent pour commencer par prendre les résolutions qu'il faut. Merci. Nous vous remercions. Je vais profiter parce que vous avez parlé de l'heure, pour qu'on reste vraiment dans l'heure, parce qu'à 18h, on doit pouvoir passer à autre chose. Donc, que les interventions soient assez brèves. Merci. Bonsoir. Je suis Alban Kodia, journaliste réalisateur. J'étais dans cette même ville de Ouidah il y a environ 2 ans. Nous sortions d'un atelier de formation et on était allé déjeuner entre formateurs, parmi lesquels se trouvait un plasticien très connu ici qu'on appelle Ishola Akpo. Au cours de nos discussions, il a lâché une phrase. Il dit « Je ne peux jamais être chrétien. Il y a trop d'interdits. Si j'étais chrétien, je ne pourrais pas faire ce que je fais et qui m'a valu la renommée que j'ai et qui me permet de voyager, de faire tout ce que je fais. » Et fort de tout ça, et quand j'écoute le grand frère Eloge, il y a une question qui me vient tout de suite. Dans un pays aussi christianisé comme le nôtre, où les religions chrétiennes côtoient le vaudou, bien évidemment, quels sont les conflits intérieurs qui peuvent animer le comédien lorsqu'il rentre dans la démarche du théâtre rituel? Voilà un peu ma question. Merci beaucoup. Dame, bon, c'est une surprise pour moi de tomber dans cette causerie sur cette thématique-là. Parce que depuis 2000, je suis partisan de cette forme de théâtre. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Quand on veut, parce que ce n'est pas parce qu'on a mis le mot rituel qu'on doit ramener le théâtre rituel
à la religion, à la spiritualité vaudou. Je suis partisan de l'élargissement. Et en tant que dramaturge, je me suis débarrassé un peu de cette coquille qui est exclusive. C'est-à-dire, on est tout le temps dans le vaudou, dans l'initiation. Or, il y a d'autres formes de théâtre qui sont du théâtre rituel. Le théâtre communautaire est pratiquement la même chose, parce que c'est les mêmes codes. Moi, je suis allé travailler avec les reines du palais de Dassazuma. J'ai fait du théâtre communautaire avec elles. Et j'ai créé des spectacles par rapport à leur code. Parce qu'eux aussi, ils ont des rites. Partout où il y a rite, il y a du théâtre rituel. Parce que c'est une question de formulation. C'est une question de son. C'est une question de couleur. C'est les trois symboles. La formulation, c'est par rapport aux tirades, aux répliques. Parce qu'on ne parle pas de la même manière quand on est au palais. On ne parle pas de la même manière. J'ai travaillé avec la confrérie des chasseurs à Banté par rapport au théâtre communautaire. Ce n'est pas la même, même par rapport aux salutations. Dans la confrérie, c'est autre chose. Au palais, c'est autre chose. Mais dans le monde profane aussi, c'est autre chose. Et le rituel est allé au-delà. Moi, j'ai écrit une pièce qu'on appelle La chute de Capernaum. Les personnages, c'est un cardinal et puis c'est une sœur religieuse. Voilà. Donc, du coup, on peut ouvrir le théâtre rituel parce que quand on attache le vaudou, on se focalise sur le vaudou, ça fait peur. Et les gens pensent que ce n'est pas un théâtre, même les professionnels. C'est votre théâtre d'initiation là. On te dit partout, votre théâtre d'initiation là, on ne peut pas. Or, ce n'est pas une question d'initiation, c'est une question de civilisation. Et dans chaque civilisation, on a le rituel. Le théâtre No, c'est du théâtre rituel, mais c'est un théâtre japonais. Même moi, j'ai trouvé du rituel dans le théâtre de l'opprimé, Augusto Boal. Parce qu'il y avait tellement une violence à faire sortir que le théâtre de l'opprimé est sorti. Parce qu'ils étaient sous la dictature, ils avaient le besoin de parole. C'est une question de prise de parole. Donc, partout, on peut trouver, même, on est dans le monde francophone, tout le monde connaît 68, tout ce que ça a généré. Moi, je reviens de la Côte d'Ivoire. On connaît les périodes de crise. Il y a eu plus de chansons, il y a eu plus de créations artistiques en 2010 et 2012 que les autres années, parce qu'il y avait besoin de parler, de montrer, de reformuler les choses pour apaiser les cœurs. Donc, le côté thérapeutique, c'est très bien, j'ai aimé. Il y a ce côté thérapeutique qu'il a appelé catharsis, qui est dans le théâtre rituel, qui est très bien. Parce que quand on se libère, on libère la parole. C'est la même chose que vous dites, libre expression. On est dans la libre expression et la population, que ce soit dans le comique, que ce soit dans le théâtre profane, tout ce qu'il a cité, on se retrouve et on dégage quelque chose. Merci beaucoup pour cet effort-là. Et je t'invite à sortir de ce caca du vaudou pour aller loin. Merci. Bonsoir, chers animateurs, chers invités. Et j'aimerais vous poser une préoccupation. Et je pense que je dois trouver la réponse avant de quitter. Le nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Ange Osiax Adouvo.
alias Fiossi, artiste, musicien, acteur culturel. Merci. Et souvent, j'étais sollicité par l'administration douanière pour les fêtes de Saint-Mathieu. Souvent, c'est en septembre que les douaniers se réunissent pour fêter à la direction des douanes. Maintenant, il y avait une partie a cappella que mon feu père faisait avant de venir sur le podium ou bien sur les lieux de manifestation. Et souvent, c'est des paroles incantatoires. Bon, moi, je suivais la mélodie et souvent, je dis ça avant de venir. Mais un jour, j'ai commencé par cette partie de mon feu père, la capella, mais subitement, certains douaniers ont renfloué la mine. Certains ont commencé par sortir des trucs. J'ai eu peur. J'ai coupé la musique et j'ai dit, veuillez m'excuser, la partie a cappella, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est un morceau que je suis en train d'interpréter. C'est pour mon feu père que je suis en train d'interpréter. Et c'est là que le directeur m'a dit, maintenant tu peux continuer. Maintenant, le fait de dire ça, est-ce que j'ai décodé la partie incantatoire? Pourquoi les gens renflouaient la mine? Pourquoi certains ont commencé par agir? Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Parfait Zinsou. Je suis un promoteur touristique. Merci. Je vous remercie à nouveau pour la brillante présentation. Je n'ai pas tout suivi, mais j'ai rattrapé la dame. C'est juste une contribution. Et je parle sous le contrôle des initiés du FA ici présents. C'est par rapport à la situation que Madame a présentée relative à son père. Je pense que quand elle dit, c'est une contribution, je le précise encore, que quand le chapelet est tombé, que le Bokono disait que celui qui est né sous ce signe ne devrait jamais consommer de la viande d'agouti. En fait, ce n'est pas que j'interprète, c'est une consultation ponctuelle. Cette consultation seule ne suffit pas pour révéler le signe géomantique qui va gouverner la vie de ce dernier. C'est une rectification que je voudrais apporter parce que il y a 256 signes géomantiques, 16 maisons géomantiques et c'est les différentes combinaisons qui sont interprétées lorsqu'on consulte le Fa. Et ça, c'est panégyrique et tout. Donc, je vois directement là qu'il y avait déjà des interdits liés à son signe géomantique de naissance et il piétinait peut-être royalement ou inconsciemment ces interdits et le signe qui est tombé ce jour-là a révélé que effectivement il y a des enfreintes à certains principes liés à son signe. Sinon, ce seul jour de consultation ne suffit pas pour révéler son signe géomantique. Il aurait déjà connaissance de son signe géomantique, mais du fait qu'il ne respectait pas ses interdits, le signe doux qui est apparu ce jour a révélé ce dysfonctionnement lié à son signe. C'est ce que je voudrais juste apporter comme clarification. Merci. Alors, je voudrais, tout en profitant pour répondre à Alban sur la question de quels sont les conflits, je parlerai plutôt d'actes interdits. Sur le PowerPoint que vous avez les frontières entre le cultuel et le culturel, et j'ai ajouté les vices. Pourquoi? Et quelques conseils. Frontières, vous avez vu tout à l'heure dans mon exposé, j'ai essayé de montrer les similitudes que nous avons dans les pratiques cultuelles et que nous avons en même temps dans les pratiques culturelles. Nous sommes souvent à un pas et on pourrait nous appeler parfois des devins ou parfois des charlatans ou parfois des, je sais pas, des prêtres. On est à un pas
l'artiste est toujours dans ce monde-là où il est à un pas. Je vous donne une dimension de la dualité des choses. J'ai parlé du jour et de la nuit qui sont des dualités. C'est un principe de dualité. Les chansons, et Emas le permettra, les chansons vaudou, il y a des chansons sacrées que vous ne chantez pas à certains moments. Il y a des choses que vous ne faites pas à certains moments. Ce n'est pas tout le monde ce n'est pas toutes les oreilles qui entendent certaines choses, par exemple. Et dans le spectacle de théâtre que vous êtes en train de présenter, vous jouez la nuit, par exemple, et dans l'entendement, et je reviens toujours sur le vaudou, en tout cas de nos réalités anthropologiques endogènes au Bénin, il y a des chansons que vous ne chantez pas la nuit. Et voilà que vous êtes en train de faire du théâtre et votre spectacle, c'est à partir de 20h30. Et bien justement, alors on capte des vibrations. On doit se rendre compte qu'on capte des vibrations. Parce qu'il n'y a pas d'action sans réaction. On est dans un milieu aussi naturel, aussi vivant que le Bénin en matière donc de ces choses-là. Voilà l'artiste qui est confronté à ça. Voilà l'artiste à qui on va dire, il faut que tu joues bien. Il faut que tu sois dans le personnage. En disant ça, on renvoie le personnage, enfin le comédien, dans le monde des entités que constituent les personnages. Chez nous, on dit Vodouata. Ça veut dire quoi? La divinité chevauche l'adepte. Et ça, vous les avez peut-être dans les images du 10 janvier pour ceux qui ne savent pas trop. Mais quand l'adepte est en transe, ça veut dire que sa divinité chevauche en ce moment. C'est le même principe pour le personnage. Au moment où il joue, il est habité par quelque chose d'autre qui n'est pas lui. Et donc la distanciation dans la création doit être très importante pour le metteur en scène. Et le metteur en scène doit être quelqu'un de bien formé. Parce que s'il n'est pas bien formé, il va faire des erreurs à ses comédiens. Et parfois, c'est impardonnable. Quelques conseils. J'ai parlé des vices. Les vices, c'est quoi? Vous allez remarquer, que ce soit au niveau des artistes musiciens, des chanteurs, des peintres, etc., nous sommes poursuivis par 4 vices, au moins. Soit on est sous le vice de l'alcool, et quand on ne l'a pas, on ne crée pas. Soit c'est le sexe. Quand on ne l'a pas, on n'est pas inspiré. Soit c'est la coquetterie à outrance, et quand on n'est pas dedans, le plus joli, le plus bien habillé que tout le monde, on n'est pas dedans. Mais soit c'est ce caractère que j'appellerais entre griffes impolitesse caractérisée, c'est-à-dire les gros mots. Vous allez remarquer que tous ceux qui sont dans la dimension de la création sont sous l'influence d'un de ces vices-là, ou soit carrément c'est les stupéfiants. Pourquoi c'est comme ça? Moi, dans la pratique de vaudou Kokoussi, chez les Kokou, c'est une divinité où justement l'adepte fume, est coquet, est beau, et renvoie complètement à ces vices-là. Et on se demande si on n'est pas habité par autre chose, parfois. Je vais m'en arrêter là. Quelques conseils, je vais laisser mon contact. Donc, je prends bien acte de ce qui est demandé. S'il y en a qui veulent ce genre de débat, on va les poursuivre dans des lieux, mais ça ne sera pas pour 1 ou 2 individus, ça va être encore plus ouvert. Nous, on est disponible pour ça de toute façon. Maintenant, quand vous ne connaissez pas le vaudou, vous ne connaissez pas les choses dans lesquelles vous entrez, la première chose que je veux vous demander, c'est l'humilité. Humilité. Et nos dos à go. Et nos canhuibio. C'est-à-dire quoi? On demande la permission à ce qu'on ne maîtrise pas pour pouvoir l'interpréter dans notre gaucherie. Et puis il y a ce que j'appelle l'hygiène. Vous ne pouvez pas être devant les autres, vouloir partager quelque chose de beau, de magnifique, et que vous ayez un problème d'hygiène. Quand je dis hygiène, c'est aussi le pardon, tout simplement. Avant de venir jouer, c'est déjà ça. Cette pureté-là, nécessaire pour partager ce que vous avez. Mais il y a aussi l'hygiène corporelle. Vous ne pouvez pas être en train de suer, de transpirer, et en même temps, vous prétendez jouer, partager avec les autres quelque chose. Parce que c'est des vibrations. Mais également, le rapport avec votre personnage. Votre personnage n'est pas à votre service. C'est vous qui êtes au service de votre personnage. Lui n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de lui pour l'interpréter, pour gagner votre vie de comédien. À partir de ce moment, vous lui devez respect. Il y a une façon de l'entretenir. Il y a une façon de l'appeler. Et quand vous finissez de jouer, il y a une façon de lui dire merci. Il y a quelqu'un qui a parlé du christianisme et de la difficulté pour les croyants de jouer certains rôles. Je pense que c'est normal parce que pour le chrétien, tout ce qui appartient à
à notre tradition est diabolique. Donc je ne vois pas très bien comment cette personne-là pourrait incarner des personnages de la source. Ce serait très difficile. Pardon. La question que je me posais, donc, c'était en vous réclamant d'un théâtre très très codé, puisque c'est plein de codes qu'il faut décoder. Est-ce que vous vous fermez pas à la possibilité d'une multitude de regards? C'est-à-dire qu'il faut être initié à tous les codes du rituel pour pouvoir y entrer. Et comment vous... Est-ce qu'il n'y a pas des voies pour, sans aller vers faire du théâtre sur commande pour les Occidentaux, ou je ne sais, un autre modèle, pour essayer quelque chose qui soit plus ouvert? Enfin voilà, c'était la réflexion qui me venait en vous entendant, même si c'est passionnant de vous écouter. Je pense que dans toutes les civilisations, il y a des codes. Il y a des codes forcément. Moi, j'ai lu dernièrement un livre dans lequel j'ai découvert que c'était pas permis à deux femmes dans une même cabine, à une d'entre elles de laisser percevoir ses seins. Ça, par exemple, pour moi, c'était une grosse surprise. Donc ça veut dire que forcément, je ne suis pas rentrée dans ce code-là. Voilà. Donc, je pense que, comme je le disais, c'est une question d'engagement aussi bien pour l'écrivain que pour le metteur en scène. Donc, si l'écrivain a écrit un théâtre qui est un théâtre rituel avec plein de codes, c'est à lui d'aider le metteur en scène d'entrer dans ces codes-là, de lui expliquer, voici comment ça se passe, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut ressentir, ce qu'il faut percevoir, quoi. Moi, je voudrais vous rassurer sur la dimension très ouverte justement de ce théâtre-là. Sinon, moi, je n'aurais pas donné des représentations au Brésil, dans ces pays-là, qui n'ont rien à voir avec le français. C'est très ouvert, c'est très agréable. On y prend ce qu'on comprend. Ce n'est pas un théâtre qui s'explique, ce n'est pas fait pour comprendre forcément. C'est vous arrivez, vous prenez de la poésie, si c'est ça qui est bien pour vous. Vous prenez de la chanson, vous prenez la danse, vous prenez ce que vous renvoie, ce que vous en sentez à l'instant présent. Mais en plus, comme elle dit, les codes sont partout. Moi, j'arrive au Bige, à Bruxelles, et avec toute la fatigue du transport, on nous dit que ce n'est qu'à 14h que vous pouvez entrer donc, dans vos chambres. Pour moi, c'était fort comme code. Il fallait prendre le temps de comprendre. Mais c'est comme ça. Et depuis, ça m'a appris parce que c'est de l'initiation. Tout ce que nous faisons qui rentre dans la formation, c'est de l'initiation. Et les codes ne sont pas faits pour être fermés. C'est justement pour qu'on entre dedans et qu'on découvre l'Afrique autrement. Et c'est parce que nous luttons pour ne pas faire ce théâtre-là, qui ne pas faire seulement que ce théâtre, qui nous vient d'ailleurs, que nous insistons sur une nouvelle dramaturgie, une spécificité, on pourrait dire ça, c'est l'Afrique. Sans être fermé. C'est ouvert, rassurez-vous, mais vraiment ouvert, de chez ouvert. Je peux prendre du Molière et en faire du théâtre rituel, mais complètement. Parce que c'est du rituel. Tout théâtre est rituel, Emmas. Tout théâtre est rituel. Et le rituel est du théâtre sacré. Merci. Merci beaucoup. Et là, je prends un petit peu la parole parce qu'en tant que dramaturge, je me questionne beaucoup, imaginez, avec beaucoup de respect aussi, parce que le théâtre rituel est vraiment pour nous, pour moi, très riche quand je vous entends, quand vous développez effectivement ces notions effectivement de compréhension, de prudence, d'expérience, on ne peut que adhérer. Et j'utilise le mot adhérer et adhésion. Je reprenais le titre, je me dis, est-ce que c'est théâtre rituel ou théâtre et rituel et théâtre dramatique et rituel? Et pourquoi je dis ça? C'est qu'on parlait d'ouverture à l'instant. Monsieur qui avait pris la parole au début, qui disait pourquoi on était là, alors je voulais juste répondre parce qu'on est à la rencontre, on est à l'écoute, et forcément, devant un élément culturel, on doit toujours être à l'écoute. Et c'est ce que j'entends. Mais quand j'entends culturel, j'entends pas forcément cultuel. Donc sur la question, effectivement, du théâtre et rituel, j'aurais tendance à garder ce « et » momentanément pour garder raison. Mais quand je dis raison, je ne parle pas qu'il y a de l'irraisonnable, mais c'est que dans la réflexion, on a toujours besoin, même en s'approchant du rituel, de comprendre comment il agit. Et pour comprendre comment il agit, on peut le faire qu'à partir du moment où on peut l'analyser. Alors pour moi, je pense qu'il y a, dans la présentation que vous faites, des éléments qui permettent effectivement une analyse, mais qui, à un moment donné, peuvent fermer.
Parce que la première chose que j'aurais envie de discuter sur cette notion de théâtre rituel, c'est le rituel au sens même. Quelle liberté a-t-on par rapport à lui? Que façonne-t-il? Quel est l'endroit esthétique qui est lié au rituel? Et quand je dis esthétique, on est en art. Et je ne parle pas en art royal, je parle en art. Donc quelle est la question, comment cette notion effectivement d'esthétique intervient dans le théâtre rituel? Et je suis conscient qu'il y en a un, bien sûr, et qui se développe. Mais ce sont des questions intellectuellement et raisonnablement que nous devons pouvoir nous poser. Merci. En matière d'esthétique, je parlerai de symbolisme. Je parlais de symbolisme parce que c'est très important, c'est justement ça, c'est ça qu'il faut aller comprendre. Vous avez un œuf, par exemple, que vous cassez, ce que ça signifie, c'est énorme.